Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Christian Faure, 50 ans après, le délitement postmoderne 2021. Nicole Peruissetfache, Un monde vivable en 2050, 2021. Laurent Martin, Dire, La diversité ethnoculturelle dans les arts, les médias et le patrimoine. Enquête en France et en Europe, 2021. Ossine Kerzazi, Islamo-diversion. Un quinquennat de casse sociale, 2021. Azalaïska Ehm, L'égalité met-elle en péril le droit à la différence? Les politiques multiculturelles suédoises, 2021. Michel Bourse, Halimé Youssel, La communication politique, les enjeux aujourd'hui, 2021. Alexandre Labelle, Le travail d'éducation au sein des lieux de vie de la protection de l'enfance et de la jeunesse. Comparaison en France et Québec, 2021. Philippe Villemard, Dire, La critique génétique à la recherche d'autres savoirs. De l'état quantique à l'écriture par la rature, 2021. Méline René Massamba, Le génocide selon Nuremberg, l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, 2021. Jacques Bochard, Le bien commun, enjeux politiques du développement durable, 2021. Dédicace. Ce livre est dédié à tous mes collègues de terrain. À René Lecor qui m'insuffla le désir de vivre ce métier. À ma femme Corinne, à mes enfants Tiffaine et Nicolas. À la petite Alice qui, je l'espère, pourra vivre dans une école où la parole sera libre. Exergue. Le système ne choisit pas les meilleurs, il choisit les plus conformes, c'est dangereux. Albert Jacquard. Rangez ces ouvrages compliqués, les livres comptables feront l'affaire. Ne soyez ni fiers ni spirituels, ni même à l'aise, vous risqueriez de paraître arrogant. Atténuez vos passions, elles font peur. Surtout aucune bonne idée, la déchiqueteuse en est pleine. Ce regard perçant qui inquiète, dilatez-le et décontractez vos lèvres. Il faut penser mou et le montrer, parler de son moi en le réduisant à peu de choses, on doit pouvoir vous caser. Les temps ont changé. Il n'y a aucune prise de la Bastille, rien de comparable à l'incendie du Reichstag, et l'aurore n'a encore tiré aucun coup de feu. Pourtant, l'assaut a bel et bien été lancé et couronné de succès, les médiocres ont pris le pouvoir. Alain Deneau, La médiocratie. Sommaire. Introduction. La matrice. La circonscription, l'inspecteur. L'inspection individuelle, ou la comédie pédagogique. Être enseignant ou le métier impossible. La formation ou le désastre caché. La ZEP ou comment s'acheter une bonne conscience. Et durant ce temps, au ministère de la rue de Grenelle. Conclusion. Nota. L'éducation nationale est friande d'acronymes. Vous trouverez en fin d'ouvrage la liste de ceux qui ont été ici utilisés, accompagnés de leur définition. L'acronyme ZEP, Zone d'Education Prioritaire, recouvre les différentes appellations qu'elle a connues, REP, RAR, Éclair, RRS. De même, le terme instituteur, instit ou professeur des écoles, PE, recouvrira la même fonction, celle de l'enseignant de l'école primaire. Introduction. Vous êtes une sorte de libre penseur, la sentence tombe implacable. Le propos sort de la bouche d'une inspectrice de l'éducation nationale, IEN. Il parachève mon entretien d'inspection. Il n'est pas nécessaire de faire l'exégèse de cette affirmation pour comprendre que faire preuve d'un peu d'esprit critique n'est pas une compétence valorisée par la hiérarchie pour exercer à l'école primaire et dans la formation. Je suis PEMF, c'est-à-dire à la fois enseignant et formateur. Cet ouvrage tentera de démontrer que, loin d'être un propos isolé, tenu par une IEN ligotée par ses certitudes, il n'est malheureusement que l'expression d'un état d'esprit élaboré tout au long de la chaîne hiérarchique de l'éducation nationale.
Tout enseignant est l'héritier d'une longue histoire scolaire qui l'aura durablement imprégné d'une idéologie basée sur le respect et la soumission à l'autorité, sur la méritocratie, où l'évaluation et la notation forgent les piliers sur lesquels se construisent l'autorité des futures élites et à contrario, le mépris pour les perdants qui y apprendront à baisser la tête. Parmi les enseignants, un nouveau système de sélection méritocratique permettra à quelques-uns de franchir de nouvelles étapes dans leur carrière, poste de formateur, PEMF-CPC, ou d'encadrement, IENDASEN, etc. Ainsi se construit la forteresse éducation nationale, avec à chaque étage un échelon hiérarchique, garanti de stabilité, de contrôle. Chacun à la place qui est la sienne, cherche à donner le meilleur de lui-même, les efforts des uns et des autres sont conséquents, des talents cherchent à s'exprimer et parfois y parviennent. Pourtant, quand on observe l'intégralité du tableau ainsi dessiné, il faut bien constater que le conformisme, le silence et une certaine médiocrité l'ont emporté sur la créativité et sur l'expression d'une parole libre. Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ? Comment le talent et l'engagement de milliers d'enseignants peuvent-ils être ainsi empêchés, niés, gâchés ? Comment ces efforts sont-ils mis au service d'une idéologie libérale, par beaucoup de ceux-là même qui la combattent par ailleurs ? En quoi ce système qui se prétend méritocratique porte-t-il en lui les germes d'une dislocation sociale ? Comment la soumission à l'autorité et le silence se sont-ils imposés comme les pierres angulaires de l'exercice du pouvoir hiérarchique ? C'est en partant de la base de la pyramide, de l'école primaire donc, de son organisation en circonscription, que nous essayerons de comprendre comment est construit et se perpétue un système, que rien ne semble être capable de faire changer de trajectoire. Nous observerons la ZEP, tentative inachevée d'une nécessaire prise en compte des difficultés sociales dans l'enseignement. Nous découvrirons peu à peu la pieuvre bureaucratique qui étouffe tout, et nous poserons le diagnostic dramatique de la formation, qu'elle soit initiale ou continue. En parallèle à des constats douloureux et parce que nous voulons sortir de cette mort cérébrale, nous proposerons des mesures concrètes qui permettront de redonner un peu d'oxygène à l'école, aux enseignants, aux élèves, dont certains deviendront les futurs enseignants, pour qu'enfin l'éducation nationale devienne une maison où la liberté, la créativité, le respect, la parole, l'engagement puissent s'épanouir. La matrice. Dieu a fait tout de rien mais le rien perce. Paul Valéry. Lorsqu'il arrive à l'école pour la première fois, le jeune enfant de 3 ans ignore qu'il y passera une partie importante de sa vie. Avant le collège, l'école primaire le verra évoluer pendant 8 années, au moins 3 ans en école maternelle, parfois 4 et 5 ans en école élémentaire. Cette longue période est source de bien des apprentissages. Il y a bien entendu ceux explicites, définis par les programmes, mais aussi tous ceux qui se glissent sous l'appellation socialisation, indispensables au savoir-vivre en société. Si l'on se réfère à ce dernier point, nous ne pouvons manquer d'évoquer 2 éléments fondamentaux. L'enfant se voit imposer le rapport à la règle, à l'autorité, et il prend petit à petit conscience de sa place dans la hiérarchie scolaire. Le rapport à l'autorité est fortement conditionné par les conditions de travail imposées aux enseignants français. Lorsqu'un effectif de classe atteint les 25 élèves, lorsqu'il frise ou dépasse, parfois bien plus en maternelle, la trentaine d'enfants élèves, alors, ce rapport à l'autorité devient la soumission à un ordre autoritaire imposé par l'enseignant, qui y trouve la seule voie pour créer les conditions favorables aux apprentissages et sans doute aussi pour préserver sa santé mentale. Comment pourrait-il en être autrement ? Quoi qu'en disent les ministres ou autres autorités supérieures, le rapport au nombre est un fondamental de la relation pédagogique. Le retour partiel des élèves à l'école, lors du mois de mai 2020, suite au premier confinement, a permis à chaque enseignant de connaître le bonheur de travailler avec des demi-effectifs, plus de pression du nombre, mais du temps pour sourire ou pour plaisanter, pour écouter, pour jouer, même des apprentissages qui s'accélèrent. Bien sûr, les paramètres humains de l'enseignant, sa bienveillance, sa sérénité, etc., font que des différences sont notables, à conditions égales dans la manière de faire de chacun, mais nous savons que lorsque les conditions sont difficiles, le moindre dérapage, la moindre crise peuvent avoir des conséquences dangereuses pour la sécurité des autres enfants, pour celle de l'enseignant seul maître à bord. Le frein à main n'est jamais loin. Ces conditions ne sont favorables ni pour les apprentissages scolaires, ni pour l'épanouissement des uns et des autres. Une classe surchargée,
Un enseignant sur le qui-vive, un niveau sonore plus important, dessine d'un microcosme peu adapté à une relation d'écoute, à un temps donné, à la prise de parole, à l'élaboration d'une pensée. Dans cette situation, nous voyons se mettre en place des règlements de classe, des systèmes d'évaluation du comportement, des barèmes de sanctions, soumettant l'enfant à un contrôle permanent de ses attitudes ou comportements. Une norme se met en place, et on attend de l'enfant une soumission à celle-ci. Ici, comme dans le milieu familial, se dessine la toute-puissance du pater familias, cette habitude de se taire quand l'autorité a parlé. La belle étymologie du mot instituteur, celui qui fonde, celui qui aide à se tenir debout, est ainsi pervertie et les enseignants, à leur corps défendant, adoptent des attitudes qui les éloignent de plus en plus de cet idéal. Il n'est pas dans notre propos de vouloir remettre en cause tout pouvoir, l'ordre est nécessaire, le respect des règles clairement définies aussi, mais cette absence de lieu de construction, d'élaboration, de discussion de celle-ci fait de l'enfant citoyen en devenir un être amputé de sa capacité d'agir, de réfléchir, de critiquer. L'élève soumis à un ordre autoritaire, l'élève dont le sens critique aura été peu sollicité, ne deviendra qu'un citoyen soumis, sans esprit critique, proie facile de toutes les escroqueries intellectuelles. Est-ce cela que nous voulons ? Parallèlement, tout au long de sa scolarisation, l'enfant a tout loisir de mesurer ses capacités dans les différents domaines travaillés à l'école. Ici, peu à peu se construit son image, son rapport à l'autre et sa confiance en lui-même. Il est facile de mesurer qu'on court plus vite ou moins vite qu'un copain, qu'on lance plus loin ou non tel objet, qu'on est plus ou moins adroit dans tel exercice de lancer. Dans le domaine intellectuel, l'auto-évaluation est certes possible, je sais ou ne sais pas résoudre tel ou tel exercice, mais il est probablement plus difficile de comparer ses performances à celles des autres. On peut sérieusement questionner l'utilité de telles comparaisons, sont-elles nécessaires pour progresser ? Mais nous pouvons faire le constat qu'elles sont bien installées dans les mentalités. Pendant très longtemps, le système de la notation permettait de le faire très vite. La remise d'un devoir était alors immédiatement suivie de bavardages incessants, où chacun, du moins ceux qui avaient obtenu les meilleurs résultats, cherchait à connaître les notes des autres élèves. Petit à petit, se construisait une hiérarchie qui faisait bomber le torse aux meilleurs, et contribuait à faire se ratatiner les autres. Cette pratique scolaire s'est répandue un peu partout, en devenant de plus en plus caricaturale, dans le sport notamment, où les commentaires vont bon train, le lundi autour d'un café, pour discuter les notes attribuées par les journalistes aux joueurs de son équipe favorite. Si vous prenez le temps de lire plusieurs journaux, vous serez surpris par la disparité des notes attribuées. Premier élément d'une prise de conscience de l'inanité de la chose ? Premier élément d'une remise en cause d'un tel système de notation ? N'en croyez rien, on connaît leur faible pertinence, mais on a plaisir à les lire, à les commenter, un peu comme l'horoscope que l'on s'amuse à lire et dont on oublie le contenu dans le même temps. Comment peut-on réduire ici la performance d'un enfant et là celle d'un adulte, à une note ? Par quel affaiblissement de la pensée en sommes-nous arrivés là ? Aujourd'hui, la notation scolaire est largement remise en cause, même au collège, à la fois pour ses effets délétères, mais aussi tout simplement parce que ce système d'évaluation ne permet pas à chacun de savoir vraiment ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas. Une note correspond le plus souvent à de multiples savoirs. La notion de compétence s'est, petit à petit, substituée à celle de la notation. Issue du domaine économique et donc suspecte à ce titre, le monde de l'école n'ayant rien à voir avec celui d'une entreprise, elle permet cependant de mieux cibler ce qui est maîtrisé, de ce qui ne l'est pas. Elle devient ou peut devenir alors la base de nouveaux apprentissages. Sans doute, les excès dans son utilisation ont parfois contribué à la mise en place d'usines à gaz, peu propices à des visions claires. La validation d'une compétence est chose fragile, incertaine, son acquisition est sans doute vérifiable quand elle peut être réinvestie dans des situations moins classiquement scolaires, donc plus difficilement évaluables à l'école. Cette nouvelle approche ne constitue pas une panacée, elle n'empêche pas les comparaisons entre élèves, combien de compétences acquises.
Combien de compétences vertes? Mais la fin de la notation scolaire est un progrès, l'élève n'est plus réduit à un résultat chiffré, tu vaux 5, 10 ou 18. Cette évolution marque aussi la fin de la pratique des comparaisons des élèves entre eux, qui construisaient ainsi une échelle de valeurs, plutôt que de mesurer les progrès réalisés par chacun. L'école de demain devra changer de paradigme et emprunter cette voie qui fera reposer l'évaluation sur l'apprenant. Qu'ai-je appris ou pas? Comment améliorer cette compétence? Etc. Il faut en finir avec ces évaluations permanentes, stériles, et recentrer l'élève-l'enfant sur le comment progresser, sur le comment dépasser ses difficultés. L'évaluation couperet n'a jamais fait progresser personne parce qu'elle prime ou condamne et parce qu'elle n'ouvre aucune perspective. Tu es bon, tu es mauvais, la sanction, le jugement tombe et chacun reste assigné à son état. Écarter la norme, faire disparaître l'autre et les comparaisons qu'il induit, recentrer la réflexion sur l'apprenant, sur son auto-évaluation, sur le réglage de son petit moteur personnel, celui qui permet d'avancer, de progresser, de poser un pied après l'autre. Tracer un horizon et solder enfin cette triste période, où les technocrates, les idéologues régressifs, les neuroscientistes ont pris le pouvoir aux humanistes. Cela n'ira bien sûr pas de soi, parce que si le personnel enseignant peut lui-même être rétif, il est difficile de changer de logiciel, de reconnaître que l'on a fait fausse route. Il existe chez les parents une très forte résistance et un désir de notes, repère stable pour eux de la valeur d'un enfant, s'appuyant à la fois sur leur propre expérience de bons élèves pour ceux qui l'ont été et sur le caractère scientifique des éléments chiffrés. Il n'en est bien sûr rien, et les travaux d'André Antibi sur la notation et sur ce qu'il appelle la constante macabre, la docimologie ou science des notes, est étudiée depuis plus de 80 ans, n'offre là-dessus aucun doute. Quelques exemples simples suffisent à discréditer le caractère scientifique de la notation. Ainsi, il est prouvé que les 10 premières copies sont notées plus sévèrement que les autres, que les jeunes enseignants sont plus sévères que les anciens et que l'opinion que l'on a d'un élève influence la note qui lui sera donnée. On note avant d'avoir corrigé en quelque sorte, ou la prime au meilleur. Savez-vous que les différences sont plus grandes dans la notation d'un devoir de mathématiques, par différents professeurs, que celle d'un devoir de français? Représentations erronées et rigueur scientifique pour le moins chahutées. Nous devons donc élever les débats, apprendre aux familles à regarder les choses sous un nouvel angle, les associer à l'évolution de nos façons de faire, en faire des partenaires, non pour partager les responsabilités. Les enseignants sont ceux qui enseignent, mais pour s'assurer qu'ils ont bien compris le sens de notre action et qu'ils partagent nos ambitions. Il est d'autant plus difficile de changer notre école qu'elle s'est construite sur une méritocratie, basée sur une objectivité qui a priori ne souffre d'aucune contestation. La République donne la même chose à tous. Les meilleurs à l'école auront les meilleures places à la sortie du système scolaire, peu importe leur origine, et la morale est sauve. Sauf que les meilleurs à la sortie sont aussi ceux qui étaient entrés avec le plus d'atouts. Sans lire Bourdieu dans le texte, il suffit d'observer une classe travailler pour mesurer combien la machine à reproduire fonctionne à plein régime. Ici, en petite section de maternelle par exemple, l'enfant qui parle avec aisance, et là, l'enfant replié sur son silence, ici l'enfant qui donne le mot juste, lorsque l'autre s'en sort par un pantonyme. Le truc ou le machin, l'enfant qui respecte naturellement les règles et l'enfant recherchant en permanence l'épreuve de force avec les autres, avec l'adulte. Observation de comportements caractéristiques d'élèves issus de milieux sociaux bien différents. Le mérite a donc peu de choses à voir avec la réussite scolaire. Il y a pire encore, car à la reproduction s'ajoute un processus supplémentaire presque invisible, l'effet boule de neige. Observer le fonctionnement d'une classe permet de repérer très vite les élèves moteurs. Ils sont partis avec beaucoup d'atouts, et l'école leur permet de les multiplier en profitant au maximum des apports de l'enseignant. Au contraire, les plus démunis ne peuvent qu'emmagasiner quelques connaissances disparates qui ne leur permettent pas de combler leurs manques, et les écarts continuent de grandir. Prenons l'exemple de l'apprentissage de la lecture. Bon parleur, doté d'un riche vocabulaire, ayant une conscience phonologique affinée, ayant compris l'intérêt de savoir lire, celui-ci réussira très vite à maîtriser l'apprentissage de la lecture, sa compréhension du texte lu et sa lecture aisée lui donneront envie de lire et de lire encore, augmentant au passage son vocabulaire, ce qui lui permettra d'augmenter encore ses compétences de lecteur et celles d'écrivain. L'autre parle peu, parle mal,
Son vocabulaire n'est pas celui de l'école, sa conscience phonologique est incertaine et il ne voit pas. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.